Bonjour à tous, bonjour, bienvenue à ce webinaire Bruit en milieu de travail. Alors, l'idée ici, c'est d'apprivoiser les changements réglementaires qui sont en cours. Prochaine acétate, je vous présente le déroulement de ce webinaire et les consignes. Actuellement, donc, vos micros et caméras sont fermés. Vous pourrez par contre, en continu, proposer des questions dans la section clavardage ou chat. La période de questions pour ce webinaire se fera à la fin de la présentation, mais tout au long, vous pourrez poser vos questions. Ce webinaire-là n'est pas accrédité. Malheureusement, la vitesse de travail n'a pas permis cette accréditation-là. Par contre, il y a des attestations qui peuvent être produites sur demande pour vos dossiers. La conférence est enregistrée, sauf pour la période de questions. Et évidemment, le tout donc pourra être écouté en mode asynchrone. Alors, j'allais dire ce matin, ce midi, vous entendrez parler de contexte de changement réglementaire, donc de tous les travaux en amont de la mise en application des nouvelles dispositions sur le bruit. Isabelle Brisson, coordonnatrice régionale de l'équipe de santé publique en santé au travail de Chaudière-Appalaches, vous présentera ce contexte. Par la suite, nous avons la chance d'avoir une présentation de Sophie Charon de la CNESST qui nous parlera des changements réglementaires comme tels. À la fin, donc à 12h55, nous aurons la période de questions et Richard Martin, qui est votre animateur pour ce midi, Richard Martin, conseiller scientifique à l'INSPQ, procédera à une conclusion et on pourra donc clore le webinaire à 13h30 ce midi. Alors, je vous souhaite bon webinaire et je passe la parole à Richard Martin qui va animer cette rencontre. Merci beaucoup. Merci Marie-Pascale. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous devant cette présentation qui suscite un bel intérêt. Donc, de rappeler grosso modo les objectifs qu'on veut franchir avec le webinaire. D'abord, je déclare avoir aucune affiliation, aucun intérêt financier en lien avec le bruit de cette présentation. Donc, en termes d'objectifs généraux, on s'attend que les intervenants du réseau de santé au travail, de santé publique en santé au travail connaissent les principaux changements qui sont apportés au bruit à partir du décret 781-2021 qui a été publié en juin dernier et dispositions qui vont rentrer en vigueur le 16 juin 2023. Donc, à la fin de l'activité, il s'agira de distinguer les principales différences entre les obligations actuelles et les nouvelles applications qui vont s'appliquer, de situer les différentes étapes pour l'application de ces nouvelles dispositions-là et, ultimement, d'être capable d'adapter la pratique et les messages qui sont apportés aux différents milieux de travail. Avant d'introduire plus en profondeur le sujet, j'ose quand même rappeler un peu l'historique des 50 dernières années, ce qui a trait à la réglementation sur le bruit au travail au Québec. En 1972, il y avait le règlement sur les établissements industriels et commerciaux qui situait déjà dans une annexe de ce règlement-là le niveau de 90 décibels pour 8 heures à partir du facteur de bisection de 5 décibels. Et on situait même dans cette annexe-là des niveaux de port obligatoire et de port recommandé pour la protection auditive. Avec l'adoption en 1979 de la loi sur la santé et sécurité, ces dispositions-là sont légèrement, je dirais, réaménagées avec l'introduction d'une mention que le niveau d'exposition serait coupé, diminué de moitié, donc pour passer de 90 à 85 à une date qui restait à déterminer en fonction d'un règlement sur la loi santé et sécurité du travail. En 2000, il y a eu une refonte du règlement sur la qualité du milieu de travail dans le RSST, mais la même disposition a été transposée. Donc, c'est l'année 2021 qui nous amène à ce changement important-là, non seulement un abaissement de la norme à 85, mais aussi un changement dans le facteur de bisection. J'osais rappeler ces éléments introductifs, juste pour dire qu'on est heureux, dans le fond, des changements qui sont apportés pour pouvoir, je dirais, mieux protéger l'ensemble des travailleurs du Québec. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Isabelle Brisson, qui va vous entretenir, comme le mentionnait Marie-Pascale Sassine précédemment, sur le contexte actuel des travaux qui ont lieu en lien avec le bruit.
Merci beaucoup, Richard. Alors oui, Isabelle Brisson, je suis coordonnatrice régionale pour la région de Chaudière-Appalaches. Je suis aussi la gestionnaire responsable du comité mixte bruit pour la portion réseau en collaboration avec Ghislain Brodeur, qui est coordonnateur du programme de santé au travail à la Direction générale de santé publique au ministère. Alors, je déclare n'avoir aucun intérêt financier ou autre là, en lien avec le bruit et cette présentation d'aujourd'hui. Je vais faire ça rapide. Dans le fond, le comité mixte provincial bruit, les travaux ont débuté en septembre 2019. C'était des travaux conjoints CNESST et Réseau de santé publique en santé au travail à ce moment-là. En février 2020, dans le fond, quelques ASP, 3 ASP se sont joints aux travaux de ce groupe de travail-là et on travaille en collaboration depuis ce temps. Les objectifs principaux du comité mixte provincial, c'est de soutenir l'ensemble des milieux de travail afin de favoriser leur prise en charge des problèmes de bruit et aussi favoriser l'arrimage des interventions des partenaires et des parties prenantes pour soutenir les milieux de travail. Dans le fond, ce qu'on a mis en priorité, comme vous le savez tous, là, la pandémie a eu un petit impact sur nos travaux, bien que c'est débuté en 2019. Alors, le comité mixte bruit, étant donné que la loi entre en vigueur, le règlement entre en vigueur en fait en juin 2023, on a mis en priorité les outils de suivi, des guides de bonne pratique à réaliser là, pour nous assurer que les milieux de travail allaient avoir accès à ces guides-là là, très prochainement. Alors, 3 guides principalement pour lesquels le réseau contribue. D'abord, un sur qui s'appelle « Réduire l'exposition des travailleurs au bruit » et un autre qui concerne la protection auditive. Pour ces 2 guides-là, dans le fond, les commentaires des intervenants du réseau via vos tables professionnelles ont déjà été recueillis et transmis à la CNESST pour intégration dans les guides. Et reste un guide là, à finaliser qui est un guide d'identification du risque et de mesure de l'exposition au bruit, donc des guides à l'intention des milieux de travail et des intervenants qui vont intervenir. Ce recueil de commentaires pour ce guide-là n'est pas encore fait, ça va venir, ça devrait se faire au mois de mars-avril au printemps. On va vous solliciter encore une fois via vos tables professionnelles pour vos commentaires à cet effet. Le webinaire d'aujourd'hui, dans le fond, s'inscrit dans les travaux de ce comité et dans l'importance de nous assurer d'une bonne compréhension des changements réglementaires par les intervenants du réseau de santé publique en santé au travail. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la place à notre présentatrice invitée, notre partenaire, Mme Sophie Charron, qui est conseillère experte en prévention et inspection à la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail et qui collabore très étroitement avec nous sur le comité mixte de bruit. Alors, Sophie, je te cède la parole. Merci. Bonjour. Bonjour tout le monde. Ce ne sera pas bien long, je vais vous partager l'écran. Okay. Donc, bonjour à tous. Oui, mon nom, c'est Sophie Charron et je suis conseillère là, à la direction de l'hygiène du travail à la CNESST. Donc, aujourd'hui, je suis ici là, pour vous présenter les changements réglementaires sur le bruit qui entreront en vigueur à partir du 16 juin 2023, soit dans un peu plus d'1 an. Donc, on a encore un peu de temps. Le risque d'exposition au bruit est l'un des 5 facteurs prédominants là, priorisés par la planification pluriannuelle en prévention et inspection 2020-2023 de la CNESST. Le délai d'entrée en vigueur là, permettra à la Commission et à ses partenaires de se coordonner, le soutien afin de favoriser la prise en charge de ce risque par les milieux de travail. Puis, il permettra également aux milieux de travail de se préparer afin d'être en mesure de répondre à leurs nouvelles obligations. Puis, dans le fond, l'activité d'aujourd'hui, comme l'a mentionné Isabelle là, avant moi, là, vise à débuter cette préparation. Donc, comme moi non plus, je n'ai pas de conflit d'intérêt financier par rapport au bruit ni à la présentation. Donc, aujourd'hui, nous allons voir les obligations par obligation, les principales différences entre la réglementation actuelle et celle qui entrera en vigueur en 2023. On va aussi effectuer un survol des logigrammes d'application et des choix possibles. Vous allez voir des fois, par obligation, on comprend certaines choses, puis quand on voit dans le processus complet, là, ça permet de mieux comprendre.
nous effectuons, ensuite de ça, on va voir aussi les modifications qui ont été apportées au RSST, mais aussi au code. Puis, il faut comprendre qu'au code, dans le fond, là, on a essayé de faire que ce soit cohérent. Donc, vous allez voir, là, il y a des obligations qu'on ne va pas revoir parce que c'est les mêmes modifications là, que dans le RSST. Donc, je tiens là, rapidement à vous rappeler là, que bon, le contenu de la présentation est à titre informatif, là, puis que, dans le fond, le texte réglementaire là, a une valeur juridique et priorité en tout temps. Donc, on va y aller, là, dans le fond, là, par disposition. Donc, au niveau de l'objectif, ah oui, excusez, dans le fond, on va y aller par disposition, puis dans le fond, vous allez voir, là, ce qui est en jaune, c'est ce qui est différent là, à partir de l'entrée en vigueur en 2023. Donc, par exemple, là, au niveau de l'objectif, actuellement, le RSST ne précise pas d'objectif. Puis, à partir de 2023, il va préciser l'objectif suivant là, qui est d'éliminer ou de réduire le bruit à la source ou à tout le moins là, de réduire l'exposition des travailleurs au bruit par des moyens raisonnables afin de respecter les valeurs limites d'exposition ou VLE. Donc, à partir de 2023, le principe de l'obligation générale actuelle va être conservé, mais il a été adapté, comme nous le verrons dans la prochaine diapositive. Donc, il faudra prendre des moyens raisonnables pour éliminer ou réduire le bruit à la source ou à tout le moins réduire l'exposition des travailleurs au bruit lors de la conception et de l'aménagement d'un établissement. Si on avait déjà ça, on rajoute lors de la mise en place ou de la modification d'un processus, ainsi que lors de l'achat ou du remplacement d'une machine ou d'un équipement. Donc ici, là, ce qu'on vise, c'est à prévenir les problèmes pour éviter d'avoir à les corriger plus tard. De plus, il va falloir identifier un changement dans une situation de travail susceptible de dépasser les VLE et mesurer le niveau d'exposition. Et là, si vous allez voir, je vais y revenir, c'est important, c'est où mettre en place les moyens raisonnables pour réduire le bruit avant la fin de la période de 5 ans. Il faut également évaluer à tous les 5 ans les situations de travail à risque de dépassement des VLE afin de déterminer les moyens raisonnables de réduction du bruit à la source, de respecter les VLE ou de réduire l'exposition des travailleurs au bruit. Donc, on va le voir mieux tout à l'heure dans l'organigramme pour visualiser ces obligations-là, mais ce qui est important de retenir là, en établissement, à compter de l'entrée en vigueur, c'est qu'il y a un délai d'1 an qui est accordé pour identifier les situations de travail à risque de dépasser les VLE. Puis que l'entrée en vigueur, dans le fond, là, elle va constituer un changement dans une situation de travail. Puis, ce qui est aussi important de retenir, c'est que la méthode d'identification des situations de travail à risque de dépasser les VLE, là, elle n'est pas encadrée par la nouvelle réglementation. Donc, les bonnes pratiques à ce sujet-là vont être présentées dans les guides en développement. Puis, ce que ça signifie, tout ça, c'est que le mesurage est souvent pas nécessaire là, pour remplir l'obligation d'identification. Donc, on peut décider d'identifier le risque de surexposition au bruit là, par un mesurage, mais il y a d'autres méthodes là, qui peuvent être utilisées, puis souvent qui sont plus faciles là, à utiliser. Par exemple, là, la nécessité d'élever la voix pour converser à environ 1 mètre de distance, ou si je rentre dans un établissement et il y a déjà pas des protecteurs auditifs parce qu'on est déjà en dépassement, on peut dire que notre situation de travail, elle est à risque de dépassement et passer aux étapes suivantes. C'est sûr que dans certains cas, il pourrait cependant s'avérer utile là, de quand même entreprendre là, du mesurage. Par exemple, avant d'entreprendre des efforts de correction pour avoir une estimation plus précise du niveau d'exposition ou pour identifier les sources de bruit et prioriser les moyens de correction. Là, tout ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de mesurage obligatoire. On va voir plus loin là, à quel moment il est obligatoire. Puis finalement, l'obligation aux 5 ans, c'est ça, c'est pas de mesurer, mais bien d'évaluer les moyens raisonnables pour les situations de travail à risque. Donc, si par exemple, à l'entrée en vigueur en 2023, j'ai une situation de travail qui a été identifiée à risque, qui a été corrigée à l'aide des moyens raisonnables, mais que ces moyens-là ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'exposition, ça peut arriver, là, on peut réduire beaucoup le bruit, puis c'est l'objectif, mais être quand même en haut des valeurs limites.
À ce moment-là, là, il va y avoir port des protecteurs auditifs avec certaines mesures. Mais en 2028, il va falloir réévaluer s'il n'y a pas des nouveaux moyens raisonnables qui peuvent être mis en œuvre pour réduire l'exposition sous les VLE. Ça peut s'expliquer parce que quelque chose pourrait ne pas être raisonnable en 2023 et le devenir en 2028, ou aussi parce que l'évolution technologique pourrait permettre l'apparition de nouveaux moyens qu'on pourrait juger raisonnables et vouloir mettre en œuvre. Donc, au niveau des valeurs limites d'exposition, les nouvelles VLE prévoient qu'au niveau de l'exposition quotidienne sur 8 heures, la VLE qui va être autorisée, c'est 85 dBA. Comme vous le savez, la formule y inclut désormais les bruits d'impact ou d'impulsion, mais ceux-ci ne doivent jamais excéder 140 dBc. Donc, ça, c'est parce que les formules sont basées sur un facteur de dissection de Q3. Donc, la durée d'exposition équivalente diminue de moitié à chaque augmentation de 3 dBA, ce qui veut dire qu'une exposition à 88 pendant 4 heures est équivalente à une exposition à 85 pendant 8 heures. Il est à noter qu'il est difficile et risqué de convertir, pas quand on fait un mesurage avec un sonomètre puis que l'appareil nous le donne, mais comme ça sur papier, et de convertir des données en Q5 pour estimer ce que ça va donner en Q3. La seule chose qu'on peut prédire, c'est qu'une valeur en Q5 sera plus grande ou égale à la valeur en Q3. Donc, si, par exemple, présentement, une entreprise est à 88 dBA en Q5 pour 8 heures, bien, on sait que quand elle va passer en Q3 et qu'elle va faire son mesurage, ça va être à 88 ou plus. Donc, ensuite de ça, concernant l'obligation d'évaluer les niveaux de bruit à l'aide d'un mesurage normé. Donc, le RSST prévoit actuellement qu'il faut faire ce mesurage-là une fois l'an dans les établissements de 50 travailleurs et plus. À partir de 2023, bien que l'obligation va s'appliquer à tous les établissements, le mesurage selon une norme sera obligatoire seulement lorsqu'on aura identifié le risque et qu'on l'aura corrigé ou qu'il ne sera pas possible de le corriger. Donc, s'il n'y avait aucun moyen raisonnable qui existait. Donc, ça, c'est les deux moments où il va être obligatoire de mesurer. Donc, je vous rappelle que l'obligation aux 5 ans, ce n'est pas de mesurer, mais bien de réévaluer les moyens raisonnables qu'on peut mettre en œuvre. Pour la norme de mesurage, la réglementation actuelle réfère à la norme ACNAR Z107.2 1973. Donc, à partir de 2023, dans le fond, la norme, elle a été actualisée. Et en plus, il va être possible de choisir entre l'une ou l'autre des deux normes de mesurage reconnues, soit la CSA Z107.56 2014 ou la norme ISO 9612 de 2019. Donc, actuellement, le RSST ne spécifie pas qui est autorisé à effectuer un mesurage normé, comme on a vu dans la diapositive précédente. À partir de 2023, le mesurage normé devra être effectué par une personne qui possède des compétences en hygiène du travail, en acoustique ou qui connaît les règles de l'art et qui maîtrise des règles de l'art relatives au mesurage du bruit en milieu de travail. Donc, concernant les appareils autorisés pour faire ce mesurage normé-là, le RSST prévoit actuellement l'utilisation de sonomètres conformes à la norme ACNAR Z107.1 1973. Donc, là aussi, il y a eu actualisation des normes. Il va être possible d'utiliser un sonomètre ou un dosimètre qui répond aux exigences d'une des deux normes de mesurage qu'on a vues précédemment. Il sera aussi permis d'utiliser un sonomètre utilisé, par exemple, autorisé, par exemple, par la norme ISO pour faire un mesurage selon la norme CSA et vice-versa. Okay. Au niveau des moyens de correction, bien que le libellé concernant cette obligation-là va changer à partir du 16 juin 2023, il faut comprendre que l'esprit de l'obligation va être grandement similaire. Donc, il faudra toujours réduire l'exposition par des moyens raisonnables en priorisant l'élimination à la source ou la réduction du bruit à la source, par exemple en ajoutant des amortisseurs sur une machine qui vibre. Ensuite, en limitant la propagation du bruit, par exemple en accoffrant une machine
ou en agissant sur l'exposition du travailleur, donc par exemple en installant une cabine pour un poste de travail. Il faudra également mettre en œuvre tous les moyens raisonnables identifiés, même si ceux-ci ne permettent pas de réduire le bruit suffisamment pour respecter les valeurs limites d'exposition. Donc, les modifications réglementaires ont ajouté une précision au sujet des moments où s'applique l'obligation de réduire la durée d'exposition ou de fournir des protecteurs auditifs. Donc, on voit aussi ici là, que tout à l'heure, on a présenté là, au niveau des moyens de correction, il y a la hiérarchie des moyens de prévention. Mais ça aussi, là, les protecteurs auditifs, ça vient à la toute fin de la hiérarchie. Donc, les modifications réglementaires ont ajouté une petite précision. Donc, l'employeur devra réduire le temps d'exposition quotidienne au bruit des travailleurs ou leur fournir des protecteurs auditifs dans les situations suivantes. Donc, après avoir identifié une situation de travail à risque de dépasser des valeurs limites et en attendant la mise en œuvre des moyens de correction. Donc, tout à l'heure, on a vu qu'il y avait un délai d'1 an pour identifier, puis ensuite, on commence la mise en œuvre des moyens de correction. On en a jusqu'à 5 ans pour les terminer. On va le voir mieux dans le logigramme tout à l'heure. Mais donc, durant cette période-là, on ne laisse pas les travailleurs sans aucune protection. Donc, on peut leur mettre des protecteurs auditifs là, ici. Aussi, durant la période nécessaire à la réparation ou à l'entretien d'une machine ou d'un équipement. Donc, si je dois ouvrir une machine pour la réparer et que c'est plus bruyant, il faut protéger les travailleurs là, par rapport à leur exposition au bruit. Lorsqu'on a corrigé et réduit le bruit, mais que le niveau d'exposition pour la situation de travail demeure malgré tout au-dessus des valeurs limites d'exposition. Donc, comme je disais tout à l'heure, des fois, malgré tous nos bons efforts, on réussi à réduire le bruit beaucoup, ce qui est déjà génial, mais on n'atteint pas tout à fait là, la valeur limite prescrite. Alors, à ce moment-là, on peut réduire la durée d'exposition du travailleur ou lui fournir des protecteurs auditifs. Donc, à partir de 2023, le RSST précisera que la réduction du temps d'exposition devra être effectuée à l'aide du tableau réglementaire présentant les niveaux d'exposition équivalents quand que la situation de travail ne comporte qu'une seule tâche. Puis, dès que la situation de travail comporte une ou plusieurs tâches, bien là, à ce moment-là, il faut utiliser la calculette qui a été développée par la commission et qui est disponible sur son site Web. Concernant la norme de référence pour les protecteurs auditifs, actuellement, le RSST réfère à la norme ACNAR Z94.2 1974. Donc là aussi, là, à partir de 2023, il y a actualisation là, de la norme et il y a aussi ajout d'une norme là, qui est possible d'utiliser. Donc, on pourra utiliser soit la norme CSA Z94.2, qui est une norme de performance et de sélection, ou la norme européenne. Donc, la norme européenne, elle est comme divisée, si on veut, un peu en deux volets. Donc, il y a la norme EN 458, qui est une norme de sélection seulement. Donc, elle doit être complétée avec l'une des normes de performance EN 352-1 à 7 selon le type de protecteur. Donc, par exemple, les protecteurs, les bouchons d'oreille, la norme de performance, c'est EN 352-2. Donc, si je choisissais ce type de protecteur-là, il faudrait qu'il réponde aux exigences de EN 352-2 et EN 458. Puis, aussi, pour les protecteurs auditifs, la norme de référence sera évolutive. Ce que ça signifie, c'est que les protecteurs devront répondre aux exigences de la version la plus récente de la norme ou à sa version antérieure et ne pas avoir atteint la date d'expiration. Donc, dans un exemple fictif, là, vraiment très fictif, là, disons qu'un établissement achète un lot de bouchons conformes à la norme CSA Z94.2 2014 en 2020. Okay. Les bouchons sur l'emballage, c'est marqué qu'ils expirent en 2025. Donc, la norme CSA Z94.2 serait, par exemple, là, de façon fictive, là, mise à jour en 2024. Donc, à ce moment-là, les bouchons, ils seraient conformes jusqu'à leur expiration en 2025, mais pas après, dans cet exemple fictif-là. Pour l'obligation concernant le niveau d'exposition estimé sur les protecteurs auditifs, donc le niveau effectif à l'oreille, cette obligation-là n'a pas été modifiée. Actuellement, le RSST ne fournit pas de précision au sujet de l'obligation de former les travailleurs par rapport au bruit.
Cependant, il ne faut pas oublier que la loi, la LSST, prévoit l'obligation d'informer et de former les travailleurs à l'article 51.9. À partir du 16 juin 2023, lorsqu'il y aura obligation de fournir des protecteurs auditifs, il faudra également fournir une formation théorique et pratique concernant notamment le choix des protecteurs, leur ajustement, leur inspection, leur entretien, ainsi que leur utilisation. À partir de 2023, le RSST ne prévoira plus l'obligation concernant l'entretien des protecteurs auditifs. Cependant, il ne faut pas oublier que l'entretien est un des sujets à couvrir lors de la formation à fournir aux travailleurs. Aussi, à partir de 2023, le RSST ne prévoira plus l'obligation de mettre en œuvre un programme audiométrique. À partir de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, il sera obligatoire d'afficher les heures de travail où les protecteurs auditifs sont exigés, d'afficher et de rendre accessible le rapport de mesurage aux travailleurs pour une période minimale de 3 mois. Donc là, vraiment, ici, c'est le rapport de mesurage normé lorsqu'un mesurage normé est obligatoire ou que l'employeur a décidé d'en faire un. Ici, excusez-moi. Donc, des modifications ont également été effectuées à l'obligation de tenir un registre. Donc, à compter de 2023, il sera obligatoire de consigner dans un registre ou dans le programme de prévention les situations de travail à risque de dépassement des valeurs limites d'exposition qui ont été identifiées, les moyens de réduction de l'exposition mis en place, ainsi là, que les rapports de mesurage. Puis ces informations-là devront être conservées pour une période minimale de 10 ans. Donc, je vais vous présenter le logigramme. Peut-être que ça va vous aider là, à mieux voir tout ça là, sur comment tout ça s'imprègne, comment ça se vit dans le fond dans les premières années. Donc, au niveau de l'entrée en vigueur, le 16 juin 2023, à partir de ce moment-là, les milieux de travail vont avoir 1 an pour évaluer s'il y a des situations de travail à risque de dépasser les valeurs limites d'exposition. Dans le cas, là, par exemple, je suis une bibliothèque, c'est hyper silencieux tout le temps. J'ai fait mon identification, il n'y a pas de risque aucun. Bon, ben, je m'en vais ici, puis je n'ai aucune action obligatoire. On verra tout à l'heure, jusqu'à temps qu'il y ait un changement, à moins qu'il y ait un changement à un moment donné dans une situation de travail. On va y revenir à ça. Donc, si par contre, là, oui, chez moi, il y a des risques, il y a des situations de travail qui sont à risque de dépasser les valeurs limites d'exposition. Oups, excusez-moi. À ce moment-là, le milieu de travail a un choix à faire. Il peut choisir de dire, ben, moi, dans mon milieu de travail, là, je dépasse peut-être, mais ce n'est pas certain. Je préférerais mesurer avant d'investir beaucoup pour corriger. Donc, il a 1 an à ce moment-là pour mesurer. Il pourrait aussi dire, c'est super évident là, que je dépasse, puis j'ai des beaux moyens raisonnables là, que je pourrais mettre en œuvre tout de suite. Donc, il a 1 an pour identifier là, les moyens raisonnables à partir du choix, puis commencer à les mettre en œuvre. Puis, il doit terminer la mise en œuvre des moyens raisonnables avant la fin du cycle de 5 ans. Donc, le premier cycle, c'est 2028. Une fois que les moyens raisonnables sont mis en œuvre, le milieu de travail dispose de 30 jours pour effectuer un mesurage. Ça se pourrait aussi que le milieu de travail ait fait le choix d'identifier les moyens raisonnables et finalement, il n'existe pas de moyens raisonnables. Si jamais ça arrive, il dispose de 30 jours pour faire un mesurage. Donc, lorsque le mesurage normé est fait, il y a un rapport de mesurage. Ce rapport de mesurage est à conserver dans le programme de prévention et dans le registre et il doit être affiché. Ensuite de ça, le rapport de mesurage, le résultat, si jamais il n'y aurait pas dépassement des VLE, ça pourrait arriver. À ce moment-là, on tombe encore une fois dans aucune obligation immédiate à faire. Par contre, si le rapport de mesurage indique qu'il y a des situations de travail où les valeurs limites d'exposition sont dépassées, à ce moment-là, on s'en va. Est-ce que les moyens raisonnables ont été identifiés? Pourquoi on a ça ici? C'est parce qu'ici, on avait un choix, puis on a certains milieux de travail qui pourraient avoir décidé de mesurer dès le départ et ne pas encore avoir mis en œuvre leurs moyens raisonnables. Si c'est la voie qu'ils ont pris,
bien, ils doivent quand même évaluer s'il est possible de mettre des moyens raisonnables et les mettre en œuvre. S'ils sont arrivés par cette voie-là et qu'ils ont choisi « Oh, moi, je ne mesure pas tout de suite, mais je mets en œuvre tout de suite mes moyens raisonnables », à ce moment-là, ici, la réponse, est-ce que les moyens raisonnables ont déjà été identifiés et mis en œuvre? C'est oui. Si jamais la réponse avait été non, là, bien, ils doivent retourner dans la boucle, là, comme je disais, pour identifier les moyens et mettre en œuvre les moyens raisonnables. Mais si ça a déjà été fait, donc ils ont réduit le plus qu'ils pouvaient, à ce moment-là, ils doivent réduire la durée d'exposition des travailleurs ou fournir des protecteurs auditifs. Et lorsqu'il y a port des protecteurs auditifs, donc il doit y avoir affichage de la présence d'une zone où le port des protecteurs auditifs est obligatoire. Et on doit fournir une formation théorique et pratique aux travailleurs. Donc, j'ai parlé tout à l'heure aussi des changements dans une situation de travail. Donc, on a comme une grande boucle là, de 5 ans qui va se répéter. On va voir tout à l'heure. Mais si, après ma première identification d'entrée en vigueur, il y a des changements dans ma situation de travail, que ce soit dans le premier 5 ans ou ultérieurement. Donc, j'achète une machine une nouvelle machine bruyante. Bien, c'est un changement dans une situation de travail. Alors, je dois me poser la question et faire là, les choix appropriés là, comme à l'entrée en vigueur. Puis aussi, c'est vrai, quand on était ici, qu'on a mis en œuvre tous les moyens raisonnables qu'on pouvait faire, puis qu'on a réduit le bruit le plus qu'on pouvait, mais qu'on dépassait malgré tout les valeurs limites d'exposition, qu'on se retrouvait avec une réduction de la durée d'exposition ou le port des protecteurs auditifs, c'est là que tombe l'obligation aux 5 ans de réévaluer si on a des nouveaux moyens raisonnables qu'on pourrait mettre en œuvre. Et si la réponse est oui, il va falloir mesurer. On a aussi, là, il ne faut pas oublier, là, on a parlé tout à l'heure de prévenir, là, donc lors de la conception et de l'aménagement d'un nouvel établissement, lors de la mise en place d'un nouveau processus ou d'un nouveau procédé, lors de l'achat ou du remplacement d'une machine ou d'un équipement, bien, c'est sûr qu'il faut toujours voir à concevoir ou à acheter là, de manière à ce que ça soit le moins bruyant possible. Là. En fait, c'est comme des moyens raisonnables là, pour réduire l'exposition des travailleurs. Au niveau ici, je vous ai parlé là, de la fin de la mise en œuvre des moyens raisonnables. Je vous ai parlé qu'on avait, c'était un cycle de 5 ans. Donc, si lors d'un changement, par exemple, si mon changement, là, j'ai un changement, j'ai acheté une machine, là, puis on est en 2027, bien, à ce moment-là, je vais avoir droit à une exception. Là. Je n'aurai pas jusqu'en 2028 pour finir la mise en œuvre de mes moyens raisonnables. Pour ce changement-là, je vais avoir jusqu'en 2027, jusqu'en 2029, donc 2 ans, pour finir la mise en œuvre des moyens raisonnables pour ce changement-là. Donc, ça, c'est pour le RSST. Donc, on va passer au code. Donc, pour le code de sécurité pour les travaux de construction, vous voyez là à l'écran une liste des obligations pour lesquelles les modifications ou les absences de modifications sont les mêmes au code co-RSST. Donc, les modifications qui sont marquées d'1 étoile, puis les absences de modifications sont marquées de 2 étoiles. Puisqu'elles ont été abordées dans le volet RSST, on ne va pas les revoir dans les diapositives qui vont suivre. On va se concentrer sur ce qui est différent entre le RSST et le code. Puis vous allez voir, elles sont surlignées en vert cette fois. Puis vous allez voir quand même en jaune là, ce qui était différent là, par rapport à l'ancienne réglementation. Mais en vert, c'est vraiment RSST par rapport au code. Puis vous allez voir aussi que malgré qu'il y a quelques différences là, dans le code et dans le RSST, l'esprit des modifications là, est quand même grandement similaire. Donc, à compter du 16 juin 2023, il faut prendre les moyens raisonnables en vue de faire l'acquisition de celui qui est le moins bruyant lors de l'achat ou du remplacement d'un outil, d'un véhicule, d'un engin, d'une machine ou d'un autre équipement. Lors de la planification et de la réalisation des travaux, il faut identifier les situations de travail à risque de dépasser les valeurs limites d'exposition et mettre en œuvre des moyens raisonnables pour éliminer ou réduire le bruit. En construction comme en établissement, les moyens pour identifier les situations de travail à risque ne seront pas encadrés. En construction, à partir du 16 juin 2023, il n'y aura pas d'obligation de mesurage normé. Cependant, lorsqu'il est choisi, il doit être effectué selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues
pour le RSST. Les modifications au code prévoient la possibilité de recourir à une évaluation non normée des niveaux de bruit afin d'évaluer l'obligation du port de protecteurs auditifs ou la réduction du temps d'exposition. Cette obligation-là, je vais vous la montrer dans le logigramme. Elle va peut-être être plus facile à comprendre de cette façon-là. Mais les appareils de mesure autorisés pour cette évaluation que j'appelle non normée doivent être un sonomètre intégrateur de type 1 ou de type 2 ou un sonomètre de type, ou un dosimètre de type 2. Pour les moyens de correction, à compter du 16 juin 2023, il faut mettre en œuvre des moyens raisonnables, notamment en considérant l'un ou plusieurs des moyens suivants. Donc, l'élimination ou la réduction du bruit à la source, l'élimination de la propagation du bruit, les actions sur l'exposition des travailleurs et l'entretien et le maintien des machines et équipements en bon état de fonctionnement. De plus, il faut mettre en œuvre les moyens raisonnables identifiés par l'employeur lorsqu'il n'est pas possible de respecter les valeurs limites et même si ceux-ci ne permettent pas de réduire le bruit suffisamment pour respecter les VLE. Donc, on voit que le libellé est différent, mais que l'esprit est sensiblement le même. La réglementation actuelle prévoit l'obligation de réduire le temps d'exposition des travailleurs ou de fournir des protecteurs auditifs à 2 moments. Lors de la période de mise en place du moyen de réduction du bruit ou lorsqu'il n'est pas possible de respecter les VLE. Donc, à partir de juin 2023, le Code prévoira que cette obligation s'applique dans les situations suivantes. Lors de la mise en place d'un moyen raisonnable, lors de la réparation ou de l'entretien d'une machine ou d'un équipement, lorsqu'il n'est pas possible de respecter les valeurs limites, selon un mesurage normé ou selon un mesurage par sonomètre ou dosimètre, lorsqu'il n'est pas possible de converser à voix normale avec une autre personne située à 1 mètre de distance ou lorsqu'il y a présence de bruit impulsionnel. C'est ça ici que vous allez voir dans le logigramme, c'est un peu plus facile à visualiser. Ça ici, c'était pas mal. Donc, en construction, à partir du 16 juin 2023, il n'y aura plus d'obligation d'affichage des ondes nécessitant le port des protecteurs auditifs. Cependant, là, ça demeure quand même une bonne pratique. Il faudra cependant afficher et rendre accessible aux travailleurs le rapport de mesurage normé jusqu'à fermeture du chantier ou pour une période de 3 mois. Des modifications ont également été effectuées à l'obligation de tenir un registre. Donc, à compter du 16 juin 2023, il sera obligatoire de consigner dans un registre ou dans le programme de prévention les situations de travail à risque de dépasser les valeurs limites, les moyens raisonnables de réduction d'exposition qui ont été mis en place, ainsi que le rapport de mesurage normé. Il va falloir conserver le rapport de mesurage normé pour une période minimale de 10 ans, mais les autres informations sont à conserver jusqu'à la fermeture du chantier. Donc, on va passer à l'organigramme. Donc, en construction, on voit là, que le délai d'1 an là, à compter de l'entrée en vigueur n'est pas prévu là, en construction. Une des raisons, c'est sûr, c'est que les chantiers, là, ça évolue beaucoup plus vite. Là. Donc, l'identification, donner 1 an pour identifier, le chantier pourrait être fermé après le délai d'1 an. Là. Donc, c'est pour ça là, que ce délai-là n'est pas prévu dans le code. Donc, puis vous allez voir, il y a comme 2 grandes voies, si on veut. Donc, il y a la voie lors de la planification des travaux. Puis la planification, elle peut se faire vraiment avant le début des travaux, mais elle se fait aussi de façon quotidienne. Puis l'autre grande voie, c'est lors de la réalisation des travaux. Et vous allez voir aussi que ces 2 grandes voies-là sont toujours interconnectées. Donc, on va commencer par la planification des travaux. Donc, à partir de l'entrée en vigueur, le 16 juin 2023, il faut, lors de la planification des travaux, identifier des situations de travail. Donc, s'il n'y en a pas, il n'y a aucune action immédiate obligatoire. Ça peut arriver dans certains rares cas en chantier, là, par exemple, quelqu'un qui ferait que des travaux de peinture et qui n'est jamais, qui passe toujours là, dans des moments où les autres travaux sont finis puis qu'il n'y a pas d'autre bruit qui se passe autour. Par contre, ce qu'on va voir souvent, c'est que oui, il y a des situations de travail à risque de dépasser les valeurs limites.
Donc, à ce moment-là, il va falloir les identifier et les conserver au programme de prévention ou au registre. Et il va falloir mettre en œuvre les moyens raisonnables là, pour réduire l'exposition des travailleurs. Et ces moyens raisonnables-là, les conserver aussi là, au programme de prévention ou au registre. Donc, si ces moyens-là, on va devoir se demander, est-ce qu'ils ont permis de respecter les valeurs limites? Si oui, on tombe dans aucune action immédiate obligatoire à faire. Par exemple, si j'ai réorganisé mes travaux de manière à ce que les peintres ne soient jamais en présence de travaux bruyants, bien, pour ces peintres-là, cette situation de travail-là, il n'y aurait aucune action immédiate obligatoire. Est-ce qu'il est possible de respecter les valeurs limites? Donc, pour les situations de travail où ça va être non, on va tomber dans il faut réduire la durée d'exposition des travailleurs ou fournir des protecteurs auditifs. Donc, on va y revenir tout à l'heure par l'autre voie, mais dans ces cas-là, bien, quand il y a pas des protecteurs auditifs, là, comme en établissement, il faut fournir une formation théorique et pratique. Puis, pour la mise en œuvre des moyens raisonnables, il ne faut pas oublier, là, lors de l'achat ou du remplacement d'un outil, d'un véhicule, d'un engin, d'une machine, d'un équipement, il faut veiller là, à choisir là, de manière à réduire l'exposition des travailleurs au bruit. Donc, pour la réalisation des travaux, durant la réalisation des travaux, il faut évaluer l'obligation du port des protecteurs auditifs. Donc, il y a 3 grandes façons de pouvoir faire cette évaluation-là. C'est un choix. Donc, on pourrait y aller par ce qu'on appelle là, communément le test de la voix, là, évaluer si je suis capable de parler avec quelqu'un à environ 1 mètre de distance sans avoir à élever la voix. Donc, si ça, c'est possible, bien, à ce moment-là, là, on n'a pas besoin de fournir des protecteurs auditifs. On n'est dans aucune action immédiate obligatoire. Par contre, si ce n'est pas possible, il faut réduire la durée d'exposition des travailleurs ou fournir des protecteurs auditifs. Et dans ce cas-là, ça va avec la formation théorique et pratique. Donc, une autre des méthodes, c'est une évaluation réalisée à l'aide d'un sonomètre intégrateur de type 1 ou de type 2 ou à l'aide d'un dosimètre. Donc, dans ce cas-ci, c'est un peu comme un mesurage, mais moins encadré. Ce n'est pas un mesurage officiel. C'est sûr qu'il faut s'assurer de la représentativité, mais avec un bon sonomètre, un bon dosimètre, est-ce que présentement je dépasse? Oui, je dépasse, bien, je dois fournir des protecteurs auditifs pour réduire la durée d'exposition. L'autre façon, c'est effectivement avec un mesurage là, normé, là, conforme aux exigences réglementaires. Puis encore là, si le mesurage indique qu'on dépasse, bien, on doit fournir des protecteurs auditifs. Et si on ne dépasse pas, bien, à ce moment-là, on n'a pas besoin de fournir des protecteurs auditifs. Quand il y a un mesurage normé, il y a toujours l'obligation, le rapport et l'obligation d'affichage et de conservation des informations. Pour les protecteurs auditifs, il faut aussi ne pas oublier que durant la réparation ou l'entretien d'une machine ou d'un équipement et durant la mise en œuvre des moyens raisonnables, là, on a aussi là, la réduction de la durée d'exposition des travailleurs ou le port des protecteurs auditifs. Là, il faut faire le lien avec ça. Donc, je vous voyais au bas de l'écran, c'est ici, c'est l'adresse. Si jamais, là, après avoir lu les guides qui vont être publiés, c'est sûr que là, ils ne sont pas encore disponibles. Mais si vous avez des questions là, après la séance d'aujourd'hui et après avoir lu ces guides-là, l'adresse qui est là, vous pourrez y écrire pour qu'on vous soutienne, là, répondre à vos questions, pour vous soutenir dans le soutien que vous allez offrir au milieu de travail. Donc, si vous avez des questions, je vais y répondre là, quand ça va être le moment. Merci encore, Sophie, puis un beau bonjour à tout le monde dans l'ensemble du Québec. Puis merci au comité organisateur. Il y en a qu'on n'a pas vu, là, mais que finalement, ils ont bien pu travailler pour préparer la journée, là, cette activité puis de formation-là. Merci encore. Au revoir. Au revoir. Merci.